Bienvenue à tous les curieux. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Grandir dans les années 80 en France, comme moi, Et qu'est-ce que je pourrais bien manger, moi? J'ai déjà englouti un ours la semaine dernière. et regarder la télé, que ce soit Récréa 2, le Club Dorothée ou Feu la 5 de Berlusconi, c'est avoir accès à des tonnes de dessins animés qui nous ont émerveillés, captivés, fait voyager, émus et pour tout dire fortement marqués. Ces derniers venaient très souvent du Japon et étaient en fait des adaptations d'histoires tout d'abord sorties sous format papier et appelées manga, ce que nous ne savions pas à l'époque. Or, au pays du soleil levant, des mangas, il y en a pour tous les goûts et de toutes les sortes, y compris pour les adultes uniquement, comme je l'ai précisé dans ma vidéo sur Détective Conan. Mais pour nous autres Européens, les dessins animés étaient exclusivement destinés aux enfants, Au pays de Candy. et ce qui devait arriver arriva. Un manga pour adultes s'est retrouvé à être diffusé dans des programmes jeunesse, et filet frais de la censure et de débats interminables à cause de ce quiproquo. Depuis, il est devenu le symbole du combat acharné que se livrèrent à l'époque les pros et les anti-mangas. Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Hokuto no Ken, ou en français, Ken le survivant. Au début des années 80, le mangaka Tetsuo Hara, né le 22 septembre 1961 à Tokyo, n'arrive pas à percer. Et son dernier manga, The Iron Don Quichotte, centré sur les courses de motocross, a été très vite annulé. Mais il va entrevoir la lumière Oui, par Jésus et Saint Frère Esther, la lumière, je l'ai vue! lorsque son éditeur Nobuhiko Ori a une idée lumineuse pour lui. Dessiner un manga d'arts martiaux où un jeune expert connaîtrait les points vitaux ou d'acupression et se débarrasserait de ses adversaires de cette manière très originale. En tant que fan absolu de Bruce Lee depuis son adolescence, d'ailleurs il lui arrive très souvent de dessiner le visage de l'acteur, Hara est conquis par l'idée et se met très vite au travail. Il imagine presque instantanément Kenshiro, un jeune artiste martial accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et s'inspire fortement des traits de Bruce Lee qu'il mêle à ceux de son autre idole, l'acteur japonais Yosaku Matsuda. Ce dernier, relativement peu connu en France mais star absolue au Japon, décédera à seulement 40 ans d'un cancer, peu de temps après la sortie de son dernier film Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas et Andy Garcia, et auquel j'ai déjà consacré une vidéo. Il y incarne de manière particulièrement habitée et glaçante le yakuza Koji Sato. Plus tard, Matsuda inspirera également des personnages de One Piece, Cowboy Bebop et du jeu vidéo Onimusha 2. Hara décide d'appeler son manga Hokuto no Ken et ce titre est multi-référentiel. En effet, Hokuto no Ken signifie Ken du Hokuto, c'est-à-dire Ken de l'école d'arts martiaux Hokuto. Hokuto désignant quant à lui l'astérisme de la grande ours, c'est-à-dire le dessin que forme cette constellation, à savoir une grande casserole ou un grand chariot. Mais le prénom Ken, Survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken. diminutif de Kenshiro, n'est nullement choisi au hasard, car il désigne également un sabre ou une épée, comme dans le mot kendo, mais aussi, dans le cas qui nous intéresse ici, le poing du héros, cette arme précise et tranchante, capable d'envoyer ses ennemis ad patres avec la rapidité d'un animal sauvage, et défiant la plupart du temps les lois de la physique. Hokuto no Ken peut donc aussi se traduire par le poing de la grande ours, ce qui sera repris pour le titre en anglais Fist of the North Star. Ce dernier se contentant d'évoquer l'étoile polaire en lieu et place de la constellation dans son intégralité. À noter par ailleurs que cette dernière sera également mentionnée dans l'arc filler des Chevaliers du Zodiaque, Asgard, car les guerriers divins qu'affrontent nos Chevaliers de Bronze sont tous placés sous la protection d'une des étoiles de cette constellation, à savoir Doubé, Merak, Fekda, Megrez, Aliot, Mizar et Alcaïd, autre nom de Bennett Nash. Avant d'être publié en format série, l'éditeur fait d'abord un essai sous forme de one-shot dans le numéro d'avril 1983 du magazine Fresh Jump. L'histoire étant un succès, il est commandé à Hara une suite intitulée Hokuto no Ken 2 et publiée en juin de la même année dans le même magazine. Ces histoires se déroulant à notre époque, c'est-à-dire dans les années 80, racontent l'histoire de Kenshiro Kazumi, un adolescent particulièrement doué pour les arts martiaux, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Grâce au succès rencontré par ses créations, Hara reçoit le feu vert de son éditeur pour être publié en série dans le prestigieux magazine Weekly Shonen Jump. Pour cela, il reçoit l'aide de Buronson, un scénariste qui doit son pseudonyme à sa ressemblance avec l'acteur Charles Bronson. Et les deux acolytes se mettent au travail pour une sortie en septembre 83, soit il y a 40 ans.
Tout d'abord, ils décident d'effectuer un saut dans le temps et situent leur histoire dans les années 90, c'est-à-dire un futur proche pour l'époque. Ils vieillissent également leur héros, qui n'est à présent plus un adolescent mais un adulte au passé particulièrement chargé et tragique. Ils suppriment également la mention au fait qu'il est recherché pour un crime qu'il n'a pas commis, car ils jugent cet élément absolument pas nécessaire à cette histoire au long cours qu'ils pensent étaler d'un commun accord avec l'éditeur sur une période de 3 ans. Ils décident également de modifier l'environnement dans lequel se déroulera leur histoire et optent pour un monde post-apocalyptique, fortement influencé par le succès triomphal de Mad Max 2, et cela permettra à Hara de rendre à nouveau hommage à Mac Rokatansky comme il l'avait déjà fait dans son précédent manga Mad Fighter. Son personnage principal étant également habillé d'une tenue de cuir très proche de celle arborée par Mel Gibson dans les 2 premiers films de la saga. Ils ajoutent également un soupçon de cyberpunk pour se rapprocher d'Akira et de Blade Runner, 2 œuvres qui les fascinent, et s'inspirent notamment de Satoru Sayama, un lutteur au masque de tigre, pour confectionner des opposants au look aussi impressionnant qu'improbable, ainsi que de la musculature incroyable de Sylvester Stallone, afin de rendre son héros encore plus massif et badass. Leur histoire raconte donc l'errance de Kenshiro, blessé et assoiffé en début de récit, dans un monde post-atomique devenu désertique et en proie à la violence la plus outrancière et décomplexée. C'est un expert en arts martiaux chinois, désigné comme unique héritier de l'école au couteau et reconnaissable aux 7 cicatrices qui balafrent son torse. Ces dernières forment le dessin de la Grande Ourse et lui valent le surnom d'homme aux 7 cicatrices. Fais bien lui, fais l'homme aux 7 cicatrices. Il est guidé par son étoile, l'étoile du Nord, et devra affronter des gangs de psychopathes qui ravagent les contrées et terrorisent la population, ainsi que des représentants de l'école rivale du Nanto, l'étoile du Sud, et même 2 de ses frères adoptifs du Hokuto, ainsi que le terrifiant Rao, l'ennemi ultime qui fut jadis son frère d'armes au sein du Hokuto, mais a trahi les lois sacrées et fait à présent régner la terreur sur ce monde dépourvu d'espoir. À moins que Kenshiro ne soit justement le seul espoir qu'il reste à la population, car une prophétie annonce l'arrivée d'un sauveur, un libérateur. Dans sa quête, ce dernier est accompagné par 2 enfants, Lin et Bart, et tente d'imposer à nouveau un certain sens de la justice grâce à sa maîtrise des arts martiaux et en particulier des points d'acupression. Cette technique ne se base absolument pas sur la force de son utilisateur, mais sa précision, ce qui lui permet d'arrêter le cœur de ses ennemis si elle est parfaitement exécutée, et même de les faire exploser, ou plutôt imploser à retardement. Elle a été vue dans plusieurs films chinois d'arts martiaux, et même dans Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme sous le nom de Dim Mak. Quentin Tarantino lui rend également hommage dans Kill Bill 2, notamment via le personnage de Pei Mei, qui apprend une technique approchante, la technique des 5 poings et la paume, qui fait exploser le cœur à la mariée. C'est un manga au style graphique ultra précis, parfaitement défini et impressionnant, auquel s'ajoute une histoire, un environnement et des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres, avec un côté sombre et nihiliste, assumé et maîtrisé, qui en font une œuvre fortement déconseillée aux moins de 16 ans et qui connaît un succès fulgurant. Ses ventes mondiales se chiffrent à plus de 100 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. Il sera publié jusqu'au milieu de l'année 1988, ce qui pousse son exploitation à 5 ans au lieu des 3 ans envisagés grâce à son succès, portant son total à 245 chapitres. Et pour prolonger le plaisir des fans, une adaptation en dessin animé est très vite mise en chantier par la Toei Animation. Dans le chaos des esprits, Ken contre les fous, les bandits. Et diffusée pour la première fois le 11 octobre 1984. Yoshio Takami, le producteur de l'anime, décide d'adapter fidèlement le matériau d'origine, mais d'en édulcorer quelque peu l'impact graphique, en remplaçant par exemple les gerbes de sang par des raies de lumière blanche quand certains ennemis de Ken implosent. Malgré tout, Hokuto no Ken reste un anime très violent, tout comme les œuvres dont il s'inspire, que ce soit les films de Bruce Lee ou Mad Max, et il est diffusé au Japon à 19h en toute connaissance de cause. Ce ne sera hélas pas le cas quand il arrivera en France dans le Club Dorothée en 1988. L'année précédente, TF1 est privatisé par le gouvernement de Jacques Chirac et racheté par le groupe Bouygues. Et le directeur des programmes Étienne Moujotte sait qu'il lui faudra entre autres une case jeunesse forte, capable de rivaliser avec celle d'Antenne 2. Pour concrétiser son projet, il débauche donc l'ancienne speakerine Dorothée d'Antenne 2 sur l'émission plébiscitée Récréa 2 depuis près de 10 ans. Et lui confie les rênes des programmes jeunesse. Mais elle ne peut officier seule à ce poste pour une mission d'une telle importance et s'associe avec AB Productions, les producteurs historiques de ses disques et de ses spectacles.
Au début, l'émission phare des programmes jeunesse de TF1, baptisée fort justement Club Dorothée, doit se contenter de rediffuser des dessins animés achetés plusieurs années auparavant par la chaîne. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Car la toute nouvelle 5 de Silvio Berlusconi a fait main basse sur tout ce qui était proposé à l'Europe en termes de programmes pour enfants. En profitant même pour recycler des génériques d'un pays à l'autre. Mais Dorothée et AB ne l'entendent pas de cette oreille et se rendent directement au Japon pour acheter des nouveautés qu'ils seront les premiers à avoir, espérant renouveler l'immense succès rencontré par Goldorak quelques années auparavant. Ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Et bien leur en a pris, car dans leur bagage, ils ramènent entre autres Dragon Ball, Chevalier du Zodiaque, Nicky Larson et Hokuto no Ken, qu'ils décident de rebaptiser Ken le Survivant. Jean-Luc Azoulay, le créatif d'AB Productions, se charge d'adapter le générique en français. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Sous le pseudonyme de Jean-François Porry, tandis que la musique sera composée par son complice Gérard Salès. Les deux hommes s'étant rencontrés lorsqu'ils œuvraient tous les deux pour la chanteuse Sylvie Vartan. Le chant sera quant à lui assuré par la voix puissante de Bernard Denimal, déjà à l'œuvre sur Galaxy Express 999 de tous les délires, des fantasmes ou des caprices. et Dr Slump. Peu regardant sur le contenu des dessins animés qu'ils achètent, car le temps presse et qu'il leur faut énormément d'heures de programme, Dorothée et Jean-Luc Azoulay partent du principe qu'un dessin animé est forcément à destination des enfants et ne pensent pas une seule seconde qu'il en existe qui ne soit pas adapté. Et cela va provoquer un énorme malentendu entre la société de production et les politiques qui vont profiter de la violence explicite de certains d'entre eux pour fustiger l'animation japonaise dans son ensemble et l'accuser de tous les maux, comme ils avaient déjà tenté de le faire par le passé avec Goldorak. La polémique, en fait, était très simple. C'était de dire que Goldorak était violent. Ça pouvait nuire aux enfants. Mais sans grand succès. Et le symbole même de cette lutte contre la violence décomplexée, soi-disant inadaptée, présente dans les programmes jeunesse de TF1, sera bien évidemment Ken le Survivant. Premier d'une longue série de programmes à faire les frais de la censure imposée par un diktat passéiste et opportuniste qui ne se souciait absolument pas de ce que les enfants voulaient voir et aimaient voir, mais imposait ce qu'ils devaient voir. Pourtant, les enfants fans de Ken le Survivant, eux, et je sais de quoi je parle puisque j'en faisais partie, contrairement à certains adultes inquisiteurs, avaient bien compris que cette violence extrême était exagérée et absolument impossible à reproduire. C'était du pur cartoon. Pour eux, c'était comme les exploits des super-héros des comics qui évoluent dans un monde totalement fantastique. Ils n'y voyaient qu'une version animée des films de Bruce Lee qu'ils avaient adoré en VHS avec les petits cris en prime. Dans une proposition volontairement outrancière et fantasmagorique qui les impressionnait bien plus qu'il ne les effrayait ou les influençait dans le mauvais sens du terme, bien au contraire. Et l'incompréhension commença même avant que les politiques ne s'en mêlent. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Car déjà, les comédiens de doublage qui officiaient sur le dessin animé n'avaient que peu de respect pour l'œuvre et la dédaignaient. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Ne lui trouvant aucun attrait et n'ayant absolument pas compris son sens profond, ni ses références, ni même son intérêt. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Philippe Auguste, voix de Ken mais aussi responsable du doublage, trouvait lui-même la série bien trop violente. Dans 7 secondes, tu seras mort. Et demanda d'arrêter de la doubler. Mais devant le succès rencontré par cette dernière, il était impossible pour AB de se passer de Ken le Survivant. Un compromis finit par être trouvé entre les deux parties et le doublage repris sous la condition sine qua non que l'équipe ait carte blanche. J'avais déclenché contre toi la technique des Phoenix, Arizona. Cela se traduisit dès le 22e épisode par un manque de respect total envers le texte d'origine et par l'ajout de jeux de mots tous plus minables les uns que les autres. Le secret de l'école au couteau de montagne réside dans la supériorité de l'esprit sur la matière. Qui visaient à apporter de la légèreté au show, mais l'ont rendu au final ridicule. Tu es le premier homme à avoir pu parer cette attaque. Oui. Mais je me demande combien de fois tu l'éviteras. Tu verras. Mais je ne peux pas. Par ailleurs, les enfants ne comprenaient plus ce contraste trop important entre la violence cartoonesque et jubilatoire des images et les dialogues fortement hors propos à base de jeux de mots absurdes et inadéquats. Le Phoenix est immortel, qui a dit Arizona? Et quand les politiques en manque de buzz et de notoriété sont entrés dans la partie, je suis vraiment foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. Mais écoutez, je crois que trop c'est trop. Ce fut la cerise sur le gâteau et la fin du jeu pour Ken le Survivant, dont la diffusion fut totalement arrêtée après
84 épisodes et une censure de plus en plus insistante, arbitraire et méprisante pour l'œuvre, alors que les décisionnaires n'avaient jamais cherché à la comprendre ou même à demander une diffusion à un autre créneau, soi-disant pour le bien de ces chères têtes blondes. Dommage, car à partir de l'épisode 80, un doublage plus sérieux et respectueux était effectué par les équipes. C'est toute l'ironie de décisions irrévocables et marquantes comme celle dont fut victime Ken le Survivant. Encore aujourd'hui, Hokuto no Ken ou Ken le Survivant demeure le symbole de cette incompréhension totale du manga par ceux qui nous gouvernent sans savoir. Mais fort heureusement, l'arrivée d'Internet a permis de se procurer tous ceux qui étaient produits par les Japonais sans bénéficier des affres de la censure et en intégralité. De plus, les années 2000 nous ont également permis de profiter de plusieurs rééditions du manga sous forme de volumes reliés, notamment chez Asuka, mais aussi de 7 séries dérivées, plusieurs films d'animation et OAV. Et même une comédie musicale, bientôt suivie par une deuxième. Sans commentaire. Mais comment finir cette vidéo sans évoquer le nanar absolu de 1995 en live action, North Star, la légende de Ken le Survivant, avec Gary Daniels. Une preuve supplémentaire que les productions américaines qui adaptent des mangas ne le font que pour surfer sur un nom à succès, et non par amour du support, ni même pour offrir aux fans une adaptation respectueuse et de qualité, ce qui est tout ce qu'ils demandent au fond. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Hokuto no Ken. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. A bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.